Bonjour, aujourd'hui cette vidéo concerne la santé mentale notamment. On va parler du TDAH, notamment pour l'enfant, donc trouble déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Alors, TDAH, on en entend quand même beaucoup parler. Euh, c'est de plus en plus connu, c'est de plus en plus diagnostiqué aussi, puisque ce serait donc un trouble neurodéveloppemental. Donc, a priori, la science, les médecins aujourd'hui disent qu'on est avec. Ça crée quand même une perturbation neurochimique au niveau des neurotransmetteurs, donc dopamine, puis sérotonine, mélatonine. Une dysrégulation en fait de l'attention et une dysrégulation des émotions. Euh, Concrètement, on le perçoit des petits, même bébés, hein, chez les enfants, qui peuvent être des bébés très agités, avec un sommeil très compliqué, difficulté d'endormissement pour les siestes, de modalités d'endormissement, de l'aspect plutôt court au niveau du sommeil, du temps de sieste. Besoins intenses voilà, ce qu'on appelle les bébés aux besoins intenses. Pour moi, ça pourrait être des bébés qui vont être en fait TDAH. Donc, tout est décuplé au niveau sensoriel, donc des émotions également. Dès que le bébé peut bouger bien ses bras ou ses jambes, on voit une certaine tonicité, un mouvement un peu permanent, une agitation comme ça. Et puis après, quand il grandit, c'est vrai que jusqu'à 5 ans, ils peuvent pas poser vraiment de diagnostic parce que beaucoup d'enfants peuvent être très hyperactifs, très agités. Les émotions chez le petit enfant sont quand même très fortes. Il n'y a pas encore le cortex préfrontal qui permet de canaliser les émotions. Il n'est pas développé, donc on dit jusqu'à 7 ans déjà, les émotions sont vécues de façon très intense chez les enfants en général, jusqu'à ce que certaines zones du cerveau maturent et arrivent un petit peu petit à petit à maîtriser les émotions. Et puis ensuite, plus ça va, on dit que le cerveau vraiment, il a fini sa maturité à 21 ans, voire 25 ans pour les hommes. Donc vraiment, chez l'enfant classique, il y a tout un cheminement pour plein de choses. Alors c'est vrai que quand l'enfant est plus petit, on peut se demander si c'est que voilà, lui, son agitation ou voilà, ses émotions sont un peu plus à vif, ou est-ce que c'est les prémices de ce trouble qu'on verra plus tard? Pas que ces caractéristiques vont persister, voire même parfois s'amplifier. Il y a des cas d'enfants où tout ce qui est agitation qui va après aussi peut se mettre en provocation, ça peut s'amplifier. Une fois que l'enfant maîtrise aussi bien toutes ses capacités corporelles, toute l'agitation, l'hyperactivité sur plein de domaines, la voix, le corps, tout peut s'amplifier aussi, la parole également. Et puis, l'attention, la capacité d'attention, de concentration, pareil, chez les enfants, elle est très restreinte, chez les petits enfants. Par contre, c'est ça qui va vraiment persister malgré que l'enfant grandisse et qui va, à partir de 5 ans, on peut chez le neuropsychologue passer des tests qui vont mesurer l'attention visuelle, l'attention auditive et justement des exercices, des tests où il y a les deux, visuel et auditif. Et ça donne des moyennes et ils peuvent vraiment voir s'il y a un déficit attentionnel.
Après, comme ça reste a priori quelque chose au niveau neurologique, c'est les médecins qui posent un diagnostic. Si on veut un diagnostic médical, on doit après aller chez un pédopsychiatre ou un pédiatre. Mais dans tous les cas, il faut qu'ils soient habilités et qu'ils connaissent enfin, le diagnostic enfin, ces symptômes de TDAH, qu'ils soient habilités à poser les diagnostics. Et une fois qu'il y a ça, l'aspect médical donne un médicament qui permet de donner de la dopamine au cerveau, puisque dans ce trouble, il y a une dysrégulation dans la neurochimie et donc le corps, le cerveau n'obtient pas la dopamine qu'il devrait avoir pour justement pouvoir avoir le focus. La dopamine dans les neurotransmetteurs, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'entrain, de se mettre en route facilement et de rester concentré, centré sur notre objectif ou une tâche. Sans que ce soit fatigant, sans que ce soit difficile de s'y mettre, etc. Et chez les enfants atteints de TDAH, en fait, ce focus, il n'arrive pas à se mettre. Donc, enfin, déjà, la mise en route va être compliquée. Et une fois qu'il y est, il va pas forcément se maintenir. Donc, l'enfant va passer à autre chose très vite. Il a une idée, un projet, il commence et hop, il laisse tout en plan, il commence autre chose. Ou après, tout d'un coup, il est fatigué, peut y avoir les émotions qui vont déborder parce que tout à coup, ça se passe pas comme prévu. Il y a quoi que ce soit qui va venir, voilà, un petit grain de sable et ça devient facilement dans des proportions assez incroyables. Et donc, les médicaments qu'ils proposent visent à redonner la dopamine au cerveau pour leur permettre d'avoir un niveau en fait normal de dopamine, ce que a quelqu'un qui n'a pas ce trouble-là. Donc, a priori, c'est un traitement médical qui fonctionne bien, qui n'est pas, ça ne se guérit pas. C'est le temps d'action du médicament. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas de tout ça, mais ça ne tient que le temps d'effet dans le cerveau de ce médicament. Et ensuite, le cerveau, à nouveau, se retrouve sans cette dopamine et ces neurotransmetteurs. La dopamine qui, on le sait, après se transforme en fin de journée en sérotonine qui permet de s'apaiser et en mélatonine qui permet de trouver le sommeil. Donc en fait, c'est tout ce circuit-là qui va être perturbé. Donc c'est des enfants qui vont avoir un sommeil perturbé dans le sens où trouver le sommeil peut être compliqué, bien dormir sans être éveillé dormir d'un sommeil profond réparateur peut être compliqué. Chez les bébés, ça pouvait être les siestes. Le sommeil ne vient pas, donc en fait, d'être mis à faire la sieste est un stress parce que on peut pas se forcer à dormir. Donc, quand on essaye ou qu'on est là, soi-disant, pour dormir et que ça vient pas, c'est stressant. Donc, il y a des enfants qui se rappellent encore la hantise, c'était on voulait me faire faire la sieste, on m'obligeait à faire la sieste, alors que oui, ils pouvaient montrer des signes de fatigue, mais par contre, ils ne trouvent pas à s'apaiser et à s'endormir. C'est des enfants aussi pour qui être justement immobilisé, pour se détendre et tout, ça va faire l'effet inverse. Ils vont redouter des activités où un moment on propose de s'allonger, et de rien faire. Là, ça c'est pas possible déjà parce que le corps il a besoin de bouger et puis en plus cet effet de soi-disant on se détend, on se relaxe vu qu'il n'y a pas les neurotransmetteurs qui permettent l'apaisement, c'est vécu comme plutôt un tiraillement intense. Donc voilà. Euh, donc ensuite, ce problème d'attention va faire que quand on commence les activités scolaires, où il faut vraiment donner un peu plus de temps et justement de concentration,
pour apprendre à déchiffrer les choses, à écrire les choses, à assimiler une leçon, un concept, etc. Ça veut dire qu'il faut se concentrer. Déjà, il faut être prêt à ça. Il faut tenir dans la durée. Donc, il y a les deux aspects qui ont du mal à se faire. La mise en action de cette démarche de me pose pour cette tâche, c'est difficile, et la maintenir en plus, c'est difficile. Mais ça va être aussi, alors le plan scolaire, c'est le pire, mais ça va être aussi toute tâche qui n'est pas un vrai plaisir, qui n'est pas source de grande stimulation et de grande motivation, où là, par contre, ils vont arriver à mobiliser, à sécréter un peu de dopamine. Donc, quand c'est pas des tâches comme ça, en fait, il n'y a pas du tout c'est ça, le moteur, hein, la dopamine, c'est le moteur qui nous fait être en marche et tenir. Comme un diesel, pas juste partir un feu de paille et redescendre. Et donc, ces enfants, ça peut être vraiment des crises pour aller se brosser les dents. Il faut déjà y aller. Il faut se dire, je vais dans la salle de bain. Alors que je n'ai pas d'intérêt particulier à aller dans la salle de bain. Et je vais mettre mon dentifrice et je vais, voilà. Toute tâche comme ça, peu gratifiante, peu stimulante, qui n'est pas source de plaisir, va être enfin, beaucoup plus compliquée que chez un autre enfant. Par contre, d'autres enfants vont peut-être aller aussi pour aller faire ça parce qu'ils étaient bien à faire autre chose. Mais c'est différent parce que chez les enfants avec un TDAH, c'est vraiment que c'est un effort. Voilà, ou ça peut être des enfants où vous allez dire, bon, ben, tes vêtements sont là, je te laisse t'habiller. Et en fait, il est en train de se rouler par terre, de faire complètement autre chose. Et puis, il va même pas arriver à aller faire l'étape de je prends mes vêtements et je le fais, quoi. Donc, il va y avoir souvent des sujets de crise et le fait d'avoir les neurotransmetteurs qui sont aussi comme ça où la biochimie ou neurochimie ne se fait pas correctement, il y a une dysrégulation des émotions également. Donc tous les sujets potentiels de crise vont partir, je veux dire, engendrer une émotion, mais du coup, ça va être des émotions beaucoup plus fortes et qui vont être difficiles à redescendre, à recalmer, puisqu'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour réapaiser derrière. Donc il y a vraiment, on va dire que après le stress ou l'anxiété ou justement les émotions qui montent très fort sont déjà une conséquence de ce déficit en neurotransmetteurs et de ce déficit du coup d'attention où faire les choses va demander tellement d'efforts et désagréables et de pression et de fatigue que ensuite, il y a beaucoup plus sujet à avoir des émotions et ces émotions elles-mêmes ne vont pas pouvoir se réguler comme chez quelqu'un d'autre. Donc ça fait un panel assez complexe où il va se rajouter aussi l'hyperactivité. Donc l'agitation motrice ou l'agitation intellectuelle avec des pensées en arborescence qui peuvent aussi participer à, à figer un peu l'action puisque sur une tâche qu'on n'aime pas, qui est difficile à faire, on va élaborer déjà dans sa tête plein de si, oui, mais je vais pas y arriver parce que ça, puis il va se passer ça, et puis 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 ça. Donc en fait, on n'a même pas commencé la tâche que on est déjà dans du stress d'anticipation de ce qui pourrait se passer et ou alors je vais pas aller faire cette tâche et du coup par exemple élaborer tout un plan pour échapper à cette tâche et à des enfants qui peuvent négocier, justifier et par contre, comment dire, les pensées et tout ça, ça va vite chez ces enfants-là sur ça. Donc, avoir plein d'arguments pour éviter d'aller faire la tâche
et tous ces arguments vont partir dans complètement autre chose et le parent peut commencer à s'impatienter et etc., etc. Donc il y a aussi des problèmes éventuellement d'impulsivité, puisque l'émotion qui part fort ou tout d'un coup l'action qui part fort qui n'est pas inhibée, l'agitation va faire que peut y avoir de l'impulsivité, une action, un geste, une parole qui est dite alors qu'il n'y a pas eu le temps d'y réfléchir et d'inhiber peut-être la chose. Donc, et puis des fois s'ajoute un top, un trouble avec d'opposition et provocation. Aussi, ce manque d'inhibition globale de nos émotions, de nos pensées, etc., du corps, peut faire que des enfants vont aller, alors qu'il y a une situation, il se passe rien, il n'y a même pas eu une demande d'aller vers une tâche particulière, donc il se passe rien et l'enfant va commencer à insulter, à aller provoquer son parent, à vouloir le taper. Et c'est parce qu'en fait, il est soumis à ces dysrégulations d'émotions et de neurotransmetteurs qui fait qu'il va aller chercher un petit peu en fait à se stimuler par des comportements inadaptés. Voilà. Donc, parce que sinon, il va être comme envahi par quelque chose qui pourra pas vraiment expliquer. Mais donc, c'est complexe. Alors après, aujourd'hui, moi personnellement, comme vous le savez, depuis 5 ans, je m'intéresse beaucoup au microbiote et donc aux neurotransmetteurs, à l'inflammation générale de l'organisme. Donc tout l'aspect TDAH, pour certains, peut être énormément régulé, voire que les symptômes ne soient même plus, en tout cas, présents. Est-ce qu'au niveau neurochimie, il y a toujours cette prédisposition à ce que ça soit dysrégulé dans les neurotransmetteurs, etc. Peut-être, mais le fait de réparer certaines choses dans l'inflammation, d'apporter au niveau nutriments tout ce qu'il faut pour que tous les circuits puissent se faire au mieux dans la régulation des émotions, dans la capacité de concentration, etc. Voilà, certains suivent plutôt cette piste-là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas encore assez quand on regarde rapidement, il n'y a pas assez de recherche vraiment là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup de propositions sur le plan justement micronutrition et nutrition, dont les oméga 3 qui sont la base pour tout le monde. On sait qu'aujourd'hui, la population mondiale est en gros déficit d'oméga 3 EPA, DHA. Ceci fait qu'il y a une inflammation généralisée dans l'organisme qui va provoquer diverses choses, tout comme des dépressions par le nerf vague, mais certains disent aussi possible TDA parce que les connexions neuronales et les acides gras EPA, DHA par exemple, c'est aussi des précurseurs de nos neurotransmetteurs. On a besoin des bons gras et des protéines pour fabriquer nos neurotransmetteurs. Donc peut-être que même s'il y a quelque chose qui est plus délicat chez certaines personnes, mais qu'en plus on n'a pas donné au corps les bons nutriments pour fabriquer déjà à la base les nutriments, et qu'après ils soient peut-être pas bien utilisés, c'est encore autre chose, mais si déjà on n'en a pas, c'est bien pire. Et donc, certains témoignages, en tout cas, puisqu'en ce moment, depuis 6 mois, c'est vraiment, je m'intéresse beaucoup aux oméga 3, donc d'enfants TDAH. Avec les oméga 3, les parents peuvent constater qu'au bout de 6 mois, un an, même déjà avant, hein, mais que vraiment les symptômes sont presque inobservables au bout de 6 mois. C'est vraiment des pistes à creuser à ce niveau-là, oméga 3. Et donc aujourd'hui, on n'a pas
assez de sources de poissons gras et même si on en avait assez, on a un tel niveau d'oméga 6 en face que l'équilibre ne peut plus se faire. Donc aujourd'hui, on a même des tests à partir d'une goutte de sang qu'on peut faire chez soi. On envoie dans un laboratoire d'analyse scandinave pour avoir les résultats et on a nos niveaux de 11 acides gras, dont le PADHA. Et on a du coup une moyenne sur notre immunité, sur notre niveau d'inflammation générale du corps, sur notre niveau de force mentale, parce qu'on a bien compris que tout ce qui fonctionne, intestin, cerveau, acides gras, neurotransmetteurs, va nous donner cette stabilité émotionnelle et cette force mentale ou pas, ou au contraire, peut-être de la dépression ou de l'anxiété ou peut-être chez les enfants, ça peut en première ligne se manifester par un trouble de l'attention. Et on reçoit aussi notre niveau justement de le degré d'inflammation. Voilà. Donc là, moi, j'ai récemment eu deux exemples d'enfants qui ont ces caractéristiques de TDAH, qui ont été aussi d'ailleurs testés et diagnostiqués comme tels, et les deux avaient des niveaux d'inflammation et donc de déséquilibre très très importants. Alors maintenant, ils ont commencé déjà la prise d'oméga 3. On refera un test dans quelques temps pour voir si alors les symptômes déjà qui peuvent être un petit peu diminués et voir la corrélation avec l'analyse de ce procédé-là qui existe, qui permet de voir sur une goutte de sang séchée à peu près les 4 derniers mois. C'est une photo des 4 derniers mois de ce qui se passe au niveau de nos acides gras. Donc voilà, en tout cas, c'est assez complexe. Il y a dans la prise en charge en dehors de l'aspect, même les psychiatres qui vont conseiller un médicament qui permet d'avoir la dopamine, dans tous les cas, c'est jamais la seule préconisation. C'est un ensemble de conseils qui vont être déjà des conseils d'habileté parentale, puisque un parent vis-à-vis d'un enfant comme ça n'aura pas du tout les mêmes comportements qu'avec un autre enfant. C'est toute une éducation totalement différente. Il va y avoir l'aspect nutrition, donc l'alimentation de base. On sait bien que les glucides, les aliments transformés, les sucres excitent, perturbent la flore, abîment les muqueuses, donc forcément, ça va pas aider pour nos neurotransmetteurs, etc. et pour l'inflammation. On sait que les protéines et les bons gras vont vraiment venir nourrir déjà la muqueuse et donc le niveau d'inflammation et le fait que la muqueuse ne laisse pas passer des nutriments indésirables qui viennent aussi au cerveau et inflammer ou perturber. Et il y a après tout ce qui est aussi supplément en micronutriments ou en vitamines, etc. Donc en tout cas, c'est très intéressant de voir tout ce panel aussi. Ces enfants, ils vont, vous savez, on sait que le sport, ça nous permet de sécréter certaines choses. Donc les enfants comme ça déjà, parce qu'ils ont une hyperactivité, ils vont avoir besoin de bouger. Et en plus, le sport va permettre de sécréter, de stimuler certaines choses. Donc ça va aider dans l'accompagnement. Donc c'est ouais, voilà. Et après, quand il y a énormément de stress, d'anxiété du fait de tout ça, en fait, hein, que ce soit lié carrément aux carences nutritionnelles, neurotransmetteurs, mais aussi lié au stress provoqué par l'extérieur parce que pression extérieure, parce que conflit ou autre, ou enfin voilà, toutes les tâches qu'il y a à faire sur une journée, etc. Donc il peut y avoir beaucoup plus d'anxiété, de stress, de troubles anxieux chez ces enfants-là.
plus la difficulté à s'endormir, parfois le manque de sommeil, donc la fatigabilité aussi donnée par ce trouble d'attention. Eh bien, tout ce qui est approche de gestion émotionnelle va aussi être nécessaire. Et là, faut trouver la bonne parce que c'est pas forcément les relaxations en mode passif, etc., qui vont aider. Ça va plutôt être des choses dans la mobilisation du corps. Et d'ailleurs, ces enfants, pour apprendre, pour se concentrer, doivent souvent bouger parce que du coup, le corps est moins soumis à cette pression déjà d'immobilité. Et si déjà il se canalise pour s'immobiliser, il n'arrive plus du tout à se canaliser pour se concentrer. Donc les enfants comme ça ont besoin de bouger pour apprendre et même pour écouter. On peut avoir l'impression que quand on leur parle, ils sont en train de trifouiller des choses, ils se balancent et qu'ils nous écoutent pas. Et en fait, ils sont en train d'essayer de se mobiliser pour arriver à écouter. Donc c'est toute une compréhension autre de la personne et de l'enfant et la prise en charge est très globale. Donc voilà, c'est important de connaître. En fait, on peut se dire c'est pas forcément utile de cataloguer, d'étiqueter avec des mots, des diagnostics les enfants. Sauf que quand la société ou le système scolaire, scolaire aussi, scolaire nous demande bah, d'être dans des disponibilités, des dispositions, quand on a un TDAH, on ne peut pas vraiment donner eh bien, il vaut mieux le connaître pour pouvoir. Donc ça peut pas c'est pas la volonté qui va changer quoi que ce soit là-dessus, ni celle des parents, ni celle de l'enfant. Allez, on est motivé, on est content, c'est bien, on va le faire. Oui, mais si on n'a pas de jambes, bah, on pourra quand même pas marcher. Bah là, il pourra pas se concentrer. Et plus même il va vouloir se concentrer, plus il va mettre cette intention de se concentrer, moins il va y arriver. Voilà, puisque ça va déjà épuiser, monopoliser le peu de focus possible si c'est pour pas bouger et se concentrer, eh bien, le cerveau, il peut plus écouter. Donc voilà, là-dessus, on peut pas directement jouer. Donc, s'acharner à ce qu'il écoute ou ce qui bouge pas ou que voilà, ça sert à rien. La nutrition, tout ce qui est apport autre au long cours, voir si ça régule des choses et que là, naturellement, du coup, il va pouvoir poser son attention et se focaliser. Et puis, ça va être d'aménager les journées pour que il y ait le moins possible d'événements qui viennent se surajouter à tout ça et puis aménager pour que les moments où il y a besoin d'essayer, d'être concentré, bah, essayer au maximum de permettre ça. Pas en se concentrant, mais en peut-être en bougeant, peut-être en diminuant énormément le temps demandé de concentration et d'attention, peut-être aussi avec la méthode Barclay, qui est vraiment la méthode d'éducation parentale euh, d'avoir assez vite, que l'enfant y perçoive assez vite que ça va être gratifiant euh, et que ça va un peu le stimuler en fait. Donc ça peut être, bon, on se concentre, enfin on se concentre, on fait ça 10 minutes et après, hop, on fait un petit cache-cache ou tiens, tu iras ouvrir le colis que tu as commandé ou voilà, pour qu'il y ait un objectif très vite qui soit stimulant, ça mobilise les neurotransmetteurs et là, il va pouvoir y arriver. Donc c'est complexe, c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on pourrait voir comme comment dire conseil habituel. Évidemment, dans ce genre de cas, tout ce qui est rapport d'autorité, punition éventuelle, menace, rapport de force et tout, ça va être inutile et contre-productif. Ça ne marchera pas. L'enfant va
il va pouvoir peut-être même à ce moment-là développer vraiment l'opposition à la provocation. Et ça ne va en aucun cas nous amener à l'objectif voulu qui peut-être là, c'était puisse se poser sur son cahier ou qui réussisse à être un peu concentré pour comprendre la leçon. Donc en fait, euh, tout ce qui pourrait être comme ça va au contraire enlever totalement le possible concentration, va emmener les émotions très hautes et donc va partir dans complètement autre chose et une crise qui va après falloir d'en était à tiens, est-ce qu'on voilà, tu vas t'asseoir, on va commencer ça et ça part dans complètement autre chose et on savait même plus qu'à la base c'était juste ça la demande. Donc c'est vraiment toute une habileté pour pouvoir espérer aller au but voulu, c'est-à-dire que l'enfant rentre pas dans une souffrance et donc une crise, que pour les parents, bah, ce soit plutôt au plus calme quand même et qu'il n'y ait pas de débordement plus que ça ne l'est déjà. Et puis, quand on a après l'objectif aussi bah, scolaire, d'arriver à ses fins à ce niveau-là. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes de ça. Il y a aussi des enfants qui ont ce TDA avec H ou pas, avec TOP ou pas, et il y a aussi des enfants qui ont des troubles des apprentissages en plus. Donc là, c'est pas les mêmes tests et c'est aussi chez le neuropsychologue qu'on va aller, ou chez l'orthophoniste qu'on va aller déceler ça. Donc des enfants qui vont avoir des dyslexies, dysgraphies, etc. Quand ça se rajoute à un trouble de l'attention, là c'est vraiment des proportions enfin énormes. Non seulement on a du mal à se poser, à se concentrer, et en plus on n'arrive pas à former bien une lettre, ou on confond les lettres, ou on n'arrive pas bien à lire. Donc, enfin, ça se surajoute, et là, du coup, ça peut faire vraiment des difficultés scolaires très importantes, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence pure, qui est complètement autre chose, mais qui est juste que les habiletés scolaires demandent de la concentration et demandent bah, certaines capacités et que l'enfant, quand bah, voilà, conjugue tous ces troubles, toutes ces 10 et ce trouble éventuel d'attention, ça devient vraiment, vraiment très, très, très difficile. Donc il y a certains, c'est pour ça que de faire les tests et puis de petit à petit élaborer un aménagement par exemple en classe ou certains qui ont des difficultés, des apprentissages en plus, il va y avoir éventuellement une aide humaine, comme on dit, une AESH. Et puis avoir ce plan, ces aménagements qui vont suivre l'enfant dans sa scolarité pour qu'il puisse peut-être bah, voilà, aller vers le collège et la suite avec avec plus de facilité, enfin en tout cas alléger un petit peu ses difficultés. Donc c'est intéressant pour ça de le faire et après de mettre en place voilà tout ce qui peut être mis en place et puis après chaque enfant est différent donc certains vont apprécier tel ou tel aliment et pas d'autres. Certains enfants vont être assez bien répondre à certaines par exemple propositions dans la gestion des émotions et d'autres c'est autrement. Donc là, il faut tâtonner, il faut chercher, il faut essayer plusieurs choses et ça peut prendre du temps avant de trouver des choses qui collent bien. La psychomotricité, dans quelle mesure, ça j'ai pas encore, je suis en train d'y réfléchir en même temps que je vous parle, sur l'aspect du TDAH, dans quelle mesure elle peut atténuer un peu enfin, compenser les troubles, déjà dans le fait que ce soit des approches où on mobilise son corps. Moi, je vois avec les enfants comme ça, et c'est plutôt des approches comme ça qui vont les aider. Et aussi dans la gestion des émotions
Et quand il y a des troubles de psychomotricité en plus, c'est pareil. Il faudra pouvoir aller, comme chez l'orthophoniste pour tout ce qui est trouble du langage, etc. Il faudra pouvoir à pallier et essayer d'éduquer certains de tout ça, enfin, certaines de ces catégories-là chez les bons spécialistes. Et cela va forcément, comment dire, alléger un peu déjà la charge du trouble de l'attention. Moins il y aura de choses en plus, plus ce sera moins lourd, on va dire, moins ce sera lourd de porter, de vivre avec le trouble de l'attention. Et il y a vraiment aussi des approches pour les émotions, aussi en psychomotricité, mais il y a plein d'autres choses. Et je pensais aussi aux réflexes archaïques. Je pense que ça, c'est une base aussi qui va pas forcément solutionner évidemment ce trouble, tout, mais pareil, lever s'il y avait des réflexes qui ne sont pas intégrés, qui viennent en plus gêner. Alors ça, faut vraiment aller faire le bilan aussi de réflexes archaïques parce que ça, on ne le décèle pas comme ça, hein. Ça se voit pas en fait, un réflexe qui n'est pas intégré. Donc c'est vraiment en allant faire le bilan et puis pareil, les exercices appropriés pour essayer que le réflexe s'intègre et ne gêne plus dans la vie de tous les jours l'enfant. Donc aussi très important. Et je sais aussi que certains échecs en orthophonie ou psychomotricité ou autres, quand il y a des réflexes pas intégrés, il n'y a pas d'évolution dans les propositions de ces disciplines. Quand l'enfant va faire les séances de réflexes archaïques et qui retourne vers les séances d'orthophonie ou psychomotricité, ça y est, ça peut être enfin porteur et pertinent, alors qu'avant, il y avait un tel blocage encore sur un autre niveau que ça n'évoluait pas. Donc voilà. Euh, je pense que, enfin, il est dit que certains adultes, euh, en tout cas, leurs symptômes ne s'expriment plus à l'âge adulte, et d'autres, oui, au contraire, même peuvent reprendre encore beaucoup plus de place quand on devient parent, qu'il y a le travail à gérer, les enfants à gérer, etc., eh bien, ce trouble de l'attention, il a beaucoup de sujets sur lesquels il peut être mis enfin, sur lequel l'attention va être difficile et donc chaque sujet va devenir un problème de plus. Donc, chez certains adultes, ce trouble est toujours là et même, même des fois, parfois, se révèle même vraiment à ce moment-là. Mais après, quand ils réfléchissent à leur enfance, ils peuvent voir qu'ils l'ont toujours eu, en fait. Et puis, chez certains adolescents, grands adolescents et adultes, au contraire, le trouble s'estompe. Alors, a priori, c'est quand même quelque chose qui reste, mais en fait, c'est compensé parce que la vie qu'ils ont, peut-être la nutrition qu'ils ont, etc., fait que le trouble ne se révèle plus. Donc, tant mieux. Et je pense que pour les enfants qui ont ce trouble, ben, l'idée, c'est d'aller vers ça au maximum. Je suggérerais parce que en fait les enfants avec un TDAH ont souvent par contre une créativité assez forte. Ils vont avoir aussi, comme je disais, l'intelligence n'a rien à voir, donc souvent beaucoup d'idées. Et donc, aujourd'hui, on sait que certains grands de ce monde, enfin, inventeurs, créateurs, sont TDAH. Ils vont avoir besoin de trouver, enfin, en sachant quand même leur particularité d'enfant, pouvoir davantage s'orienter vers des professions d'adultes qui vont les pénaliser le moins possible dans ce trouble et au contraire, peut-être même les favoriser. C'est-à-dire que ils ont un métier où la créativité est importante, avoir justement
cette arborescence dans les pensées, etc., va les aider beaucoup, alors qu'il y a d'autres métiers où la créativité n'a pas besoin d'être. Au contraire, il faut être dans des tâches répétitives, un peu ennuyeuses et qui vont plaire à certains neurotypiques, comme on dit. Là, les neuroatypiques, ils vont avoir du mal. Et par contre, le TDAH aussi, il a vraiment cette agitation de pensée qui peut aller vers des pensées en arborescence et donc beaucoup d'idées et de la suite dans les idées, comme on dit. C'est pas forcément de la création comme un artiste, ça peut être vraiment de la création dans la réflexion, de la construction au niveau stratégie et imagination de quelque chose. Et donc là, ça peut vraiment déjà apporter du plus à l'entreprise dans laquelle ils travaillent, ou voilà, s'ils peuvent eux-mêmes trouver leur voie, créer leur voie, leur profession. Je c'est peut-être encore le mieux parce que, il y a quand même souvent aussi ces émotions, cette sensibilité. Donc tous les contextes, les environnements humains et bruyants ou autres ils peuvent apprécier, mais ça peut aussi venir apporter des sources de conflits ou de stress ou de inattention. Voilà. Donc, ce qui est proposé aussi chez les enfants en classe, ça peut être un casque anti-bruit pour quand il faut pouvoir vraiment se concentrer parce que ils vont avoir tendance, s'il y a un crayon qui tombe pendant qu'ils doivent répondre dans un temps imparti à des questions, ils vont partir dans une éventuelle réflexion autour du crayon. Tiens, j'avais acheté celui-là, j'avais le même, et ma mère m'avait dit, tiens, on prendra en rose la prochaine fois. Et puis hop, et puis hop, et puis hop, et voilà. Le temps est passé où la consigne a été donnée et l'enfant ne l'a pas entendu. Donc ça, c'est aussi très fréquent, comment l'enfant peut être pénalisé, c'est qu'il ne va pas entendre la consigne. Donc voilà, il répond de travers ou il fait pas comme il fallait faire. Il il y a avec ce problème d'attention aussi, ça va être plus long et difficile pour eux d'à la fois écrire en même temps qu'ils réfléchissent ou qu'en plus peut-être ils doivent en même temps écouter puisque l'attention c'est sur le visuel, c'est sur l'auditif. Donc, enfin, imaginons une dictée, il faut à la fois réfléchir à la conjugaison, il faut avoir écouté la phrase et en même temps, il faut être concentré dans son geste. Donc, c'est beaucoup d'attention qui peut être perturbée sur plusieurs sources. Donc, ils vont forcément être un peu pénalisés dans le temps. Il faudrait presque qu'ils aient plus de temps pour qu'on lui répète deux fois la phrase au lieu d'une fois, qu'ils aient un peu plus de temps pour finir de l'écrire, puisque en même temps qu'ils vont réfléchir et entendre les mots. Enfin, voilà. Mais il peut y avoir des aménagements de demander au professeur. Voilà. Donc, c'est, comment dire, des désavantages dans le milieu scolaire, surtout parce que euh, les intelligences demandées et les capacités demandées ne vont pas bien correspondre à ce qu'un enfant TDAH a de points forts. Donc ça va plutôt le pénaliser. Mais en réalité, une fois que l'aspect scolaire, en tout cas, sera terminé, c'est vraiment de pouvoir se dire que ces points-là peuvent être une force par ailleurs et peuvent être une force d'ailleurs déjà en dehors de l'école, hein, parce que ils peuvent être justement très sportifs, très créatifs, très voilà, imaginatif, hein, créatif, imaginatif, mais je veux dire, leurs amis peuvent apprécier parce qu'ils vont avoir toujours plein d'idées de jeux, etc.
Et puis, ça va être aussi de voir, bah, ça dépend vraiment de chaque enfant et du degré et de comment ça s'exprime, mais certains aussi peuvent avoir des difficultés, par contre, relationnelles, dès que c'est pas, justement, que ça va pas stimuler comme il faut ce dont ils ont besoin. Donc, si c'est un trop grand groupe, que les gens se parlent entre eux et qu'il n'entend plus rien, bah là, il va s'isoler alors qu'il va peut-être beaucoup aimer les, les interactions à deux, par exemple, où là, il peut vraiment être centré, arriver à se centrer, arriver à connecter, et là, justement, que tout son circuit de neurotransmetteurs soit activé. Donc c'est voilà, c'est très complexe, ils peuvent vite s'ennuyer aussi, hein, parce que quand l'attention est ailleurs et que le sujet ne nous passionne pas ou qu'on n'est pas à l'aise dans l'environnement, ça va être difficile de trouver satisfaction à tout ça. Donc l'ennui peut vite venir. Et surtout si en plus à ce moment-là, ils ne sont pas dans un environnement où ils peuvent aller bouger, faire ce qu'ils veulent, d'autres ou quoi, ça peut être vite très très pesant. Donc voilà, pour vous résumer un petit peu moi ce que j'ai compris de ce trouble et de comment globalement on peut trouver des pistes d'accompagnement, de soulagement, de support, d'aménagement, pas pour changer l'enfant enfin, qui est comme ça, mais comment le soulager et comment adapter en fait, même en tant que parent, à savoir s'adapter à ce profil neurologique et trouver à l'aider à pouvoir être dans des environnements qui lui correspondront le mieux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Non, il y a aussi le fait qu'il y a des associations, TDAH France par exemple. Aujourd'hui, il y a aussi localement dans les villes des associations 10, TDA. Euh, Aujourd'hui, il y a des plateformes, les PCO, plateformes de coordination, je ne sais plus ce que c'est, mais qui regroupent que ce soit toutes les difficultés des enfants pour ensuite pouvoir les orienter vers les professionnels, etc. Sinon, ben, il faut chercher par soi-même les professionnels qui sont spécialisés dans ces troubles. Aujourd'hui, c'est quand même la haute autorité de santé, enfin voilà, prend en compte vraiment le TDAH, donne aussi des conseils, etc. Euh, donc voilà, c'est quand même beaucoup plus connu et pris en compte qu'avant. Et maintenant, toutes les recherches, voilà, un peu parallèles comme le microbiote, comme comment à- sur tous les niveaux autres que médicamenteux, tout ce qui peut être bah, recherché, mis en place, etc., ça va beaucoup évoluer, je pense aussi, puisque le microbiote, là, ça fait 10 ans que vraiment enfin, que ça se développe vraiment plus en France. Et chaque année, il y a enfin, voilà, toujours des nouvelles découvertes sur les souches de bactéries qui peut-être permettent pas cette sécrétion. Enfin, c'est des pistes qui sont un petit peu étudiées, mais certaines, on sait que les bactéries, elles nous aident à tout. Et donc, certaines souches qui sont